Salut à tous, épisode 11 avec la Corandon Circus de Mathieu Van Der Poel, de Tony Galopin, etc. Avec le cœur de ce Tour de France, profil 2018, c'est-à-dire les étapes 6 à 14, ça en fait 9. On avait vu que sur l'étape 3, c'est la même par équipe, on n'avait pas souffert au final tant que ça. Et par contre, la 11 et la 12 se profilent, et ça peut faire super mal. On rappelle très brièvement que nos objectifs n'ont pas changé. Développement de notre équipe de jeunes, recrutement cohérent pour étendre notre champ d'action et évidemment obtention d'un joli contrat de sponsoring avec, je vous le donne en exclu, le nouveau mini maillot Corandon Alpecin avec du Canyon, avec du Lecoq Sportif. Il y a comme ça quelques partenaires qui sont présents. Et puis nous, sur ce Tour de France, pour parler de ce qui va suivre, l'objectif c'est vraiment maillot vert, victoire d'étape pour Mathieu Van Der Poel, et si possible un top 10 pour Tony Galopin. On va voir que tout ça va être sportif. On rappelle aussi que Simon Yates notamment a gagné le Giro. On avait fait ce qu'on avait pu sur les Tours World Tour. Il y a eu les championnats nationaux qui ont eu lieu à l'épisode précédent. Et rappel, monument aussi classique. Il nous reste encore 5 classiques à disputer. Donc c'est loin d'être terminé. Il restera aussi le Tour de Lombardie en fin d'année. Côté objectif, on s'est fait trahir par ce championnat de Belgique. C'était un objectif totalement disproportionné par rapport à la force, aux forces et aux faiblesses de notre équipe. Et au classement général, évidemment, c'est très transitoire. Mathieu Van Der Poel et Tony Galopin sont devant, mais on ne s'affole pas. Rien n'est fait à l'aube d'une étape 6 qui arrive à Mur de Bretagne. Alors c'est vrai que Mathieu Van Der Poel étant tout à fait classifiable comme un puncher, je dirais un puncher, flandrien, sprinter, s'il fallait donner trois axes de développement du gars sur un pro cycliste par exemple. Enfin, de toute façon, ce serait assez difficile à refaire, un phénomène pareil, mais pas impossible, très probablement, parce que je permets pas mal de choses. On est donc avec cette arrivée à Mur de Bretagne, avec donc l'envie de quoi? L'envie de déjà, bon, je laisse ce sprint intermédiaire parce que je vais économiser Mathieu. On a déjà pas mal de points pour le classement du maillot vert, donc on n'a pas besoin de se consommer comme ça près de l'arrivée. Je veux pas baisser notamment la barre verte qu'on a en dessous du nom du coureur, la barre d'endurance. Donc, allez, ça va bosser maintenant. C'est Dylan Van Baarle qui va être chargé dans un premier temps d'amener un petit peu d'intensité dans ce final pour que Mathieu Van Der Poel, avec Tony Galopin dans la roue, on voit que le peloton est très étiré sous l'effort de Van Baarle notamment. On a Kalefer, Mersch, il y a aussi Janssen qui vient comme ça apporter un peu de protection. L'histoire, c'est maintenant que ça démarre avec un mur. En fait, cette étape, elle se résume quasiment à la montée de ce mur de Bretagne. Très intéressant, très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler Galopin dans la roue de Alaphilippe et Van Der Poel dans la roue de Kwiatkowski. Voilà ce que j'ai fait. Et en fait, il va se produire un truc assez improbable. Regardez Kwiatkowski. Punaise. Kwiatkowski, il a mystérieusement freiné. Du coup, on se dit, moi je lance mon sprint. Et ouais, mais lui aussi, il le lance. Et du coup, au final, il nous a joué un petit tour. Kwiatkowski, c'est que en coupant son effort, puis en repartant très fort avec l'accélération aussi, le punch qui le caractérise, il nous a damé le pion. Donc, est-ce que au final, j'aurais pas dû échanger, mettre Mathieu Van Der Poel dans la roue d'Alaphilippe et Galopin, par exemple, dans la roue de Kvyat? Ça aurait été une option. En tout cas, si on avait fait ça, je pense qu'on aurait gagné. Mais voilà, c'était un choix, donc je vous remontre. Parce que l'action, elle est quand même pas anodine. Regardez-moi ce Kwiatkowski qui s'arrête. Punaise, les autres sont tous en train de sprinter. Et après, il y a une accélération du feu de Dieu, on dirait Peter Sagan. Tellement c'est violent. Donc voilà, c'est Roglic que vous voyez juste à côté, le Jumbo Visma. On s'est donc fait damer le pion sur cette étape 6 qui, sans se mentir, pouvait nous sembler un peu promise. En tout cas, qui était promise à Kvyat, à la Philippe ou Mathieu Van Der Poel en gros, pour
Ouais, parce que Valverde est un petit peu perdu en stats entre l'année 2009 et l'année 2020. Voilà, on dispute par contre cette fois-ci le sprint intermédiaire, histoire d'aller marquer quelques points précieux dans la lutte. Il y a Peter Sagan qui conteste, il y a Michael Matthews, et il y a Dylan Groenewegen qui aussi cherche comme ça à prendre des points où il peut. Donc il y a une vraie lutte. Il y a une vraie lutte, même si on a une avance qui s'est construite là sur déjà les 5 premières étapes de l'épisode précédent, et puis aussi, déjà rien que là, on a mis aussi les points de la deuxième place, etc. Allez, flamme rouge, on a notre petit train qui s'est mis en place, et on va bien s'incliner sur cette étape-là. C'est une victoire pour Michael Matthews devant Groenewegen, avec un Christophe aussi bien présent, un Fernando Gaviria aussi. Bon, 6ème place, c'est pas notre meilleur résultat, mais il faut l'accepter. La suite est peut-être plus heureuse, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc étape 8, encore une fois, étape 8 très très plate, avec une arrivée qui est promise aux sprinters. Donc on est sur des scénarios de course là qui ne présentent pas d'originalité particulière. On dispute là encore le sprint intermédiaire, histoire là encore de placer quelques points. Ok, pas marquer 0 en fait, c'est juste mon seul objectif. Et à l'approche du final, je mets en place mon petit train, le petit train habituel, le Van Baarle Sénéchal qui lance Mathieu Van Der Poel, histoire d'essayer quand même d'aller encore une fois marquer au moins des points à l'arrivée. On voit que les échappés ne tiendront pas jusqu'à la ligne d'arrivée, mais pourtant ils ont été finalement pas si loin de le faire. Ils sont repris à quelques petits kilomètres de la ligne d'arrivée. Allez, c'est parti. Grosse accélération. Ça tourne et derrière, il faut nous libérer tout ça. Yes! Ça va être donc une victoire pour Mathieu Van Der Poel, la 3e victoire d'étape sur ce Tour de France, avec un galopin mystérieusement qui tient le choc dans la roue à chaque fois. Bon, écoutez, ça lui donne une petite bonif. Et un Groenewegen qui est revenu un petit peu trop tard. Michael Matthews également. Bon, très bien. On s'attendait pas nécessairement à prendre celle-là. Si j'avais dû pronostiquer, j'aurais plus pensé à Mur de Bretagne et pas nécessairement à celle-là, ni à l'étape 1 qu'on avait prise à l'épisode précédent. Mais bon, je crois qu'il faut prendre un peu ce qui se présente. Alors, là, on est sur une étape cruciale. La 9, c'est waouh, c'est THE rendez-vous. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ces secteurs pavés nous donnent l'opportunité de nous faire plaisir avec notre équipe qui est, mine de rien, une équipe qu'on pourrait totalement aligner sur un Tour des Flandres. Il n'y aurait pas du tout à rougir. Vous alignez ça sur Tour des Flandres, vous êtes pas mal du tout. Et à l'arrivée, je me suis dit qu'il fallait essayer de proposer quelque chose de tactique parce que si je laisse Sénéchal avec tout le monde dans le peloton, il y a un moment où ça va accélérer. Et si je le mets dans l'échappée, Sénéchal, il y a un moment donné où l'échappée va se faire reprendre, ou bien je le ferai décrocher. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose à faire en protection, notamment peut-être du côté de Canfin en PVL, parce que Willem, ça M est un peu moins délicat. Donc voilà. Il y a fort à faire dans cette étape-là. Donc Sénéchal va se placer correctement dans l'échappée. Il y a pas mal de Flandriens qui, de manière totalement logique, sont très intéressés par cette étape-là et qui sont soit déjà aux avant-postes, soit ils vont se porter aux avant-postes dans pas très longtemps. On aperçoit aussi Nils Politt là, qui avait tenté à un moment donné une contre-attaque. Sénéchal avait crevé le pauvre, mais regardez la puissance du type. Je suis sûr que dans les quelques années là qui vont suivre avec cette partie Corendon Circus ou peut-être Corendon autre chose, je suis certain que Sénéchal il va nous claquer il va nous claquer un de ces jours un monument ou une classique, peut-être un Grand Wevel Game, peut-être un endroit pour les costauds en fait. Hein. Il va le faire parce que je le sens avec une marge de progression et déjà en l'état il est sympa. Il faudrait juste un petit concours de circonstances pour qu'il ait
peut-être l'opportunité de briller. Voilà, vous voyez, les échappés se sont fait reprendre. Il y a eu un gros travail, notamment de la Education First. On sait qu'il y a Seb Van Mark qui est souvent assez actif sur ces types de profils de course, soit la course d'un jour ou course par étape en l'occurrence. Et mon objectif, c'est aussi de laisser Galopin le plus longtemps possible dans la roue de Van Der Poel pour que si écart il y a à l'arrivée, bah, ils permettent aussi à Tony Galopin de limiter la casse. Et mais le truc que je vise quand même en premier là sur cette étape-là, c'est la victoire d'étape. Je la veux. L'étape remportée IRL par John Degenkolb, celle-là, je la veux arriver à Roubaix. En plus, c'est quelque chose d'assez mythique, même si c'est pas dans le Vélodrome. Mais vous reconnaissez le petit pont là, on y passe aussi dans Paris-Roubaix. Donc là, pas question de plaisanter, il faut essayer de tout faire pour la prendre. Et donc, allez, on reste aux avant-postes, on va produire comme ça un énorme effort sur ce secteur pavé qui n'est pas le plus délicat, mais qui nous permet de faire un léger trou, histoire de pouvoir placer Mathieu Van Der Poel dans les meilleures conditions. Diane Van Baarle a plus ou moins tout donné. Galopin, je crois qu'il vaut mieux regarder vers l'arrière et essayer de se raccrocher à une roue, quelle qu'elle soit. Et du côté de Mathieu Van Der Poel, on essaye de revenir sur l'homme qui est à l'avant. Cet homme, regardez comme on va avaler le fossé entre les deux. Voilà, grosse accélération de Mathieu Van Der Poel, énorme accélération. Yves Lampart est donc repris. On lui fait signe un petit peu de reprendre un relais de temps en temps, ce serait sympa de coopérer. Après tout, il a aussi sa chance, il est loin d'être lent, Lampart, en cas d'arrivée à 2, mais vous voyez que cette arrivée à 2 n'aura jamais lieu, puisqu'il y a eu gros efforts derrière pour reprendre. On aperçoit Peter Sagan notamment. On aperçoit aussi Seb Van Mark qui a posé tout de suite sa contre-attaque à peine le petit groupe avait été repris, et finalement le groupe va être reconstitué comme ça. Voilà, on n'est pas très loin de l'arrivée. Moi je vais choisir la roue de Peter Sagan, bien évidemment, parce qu'il ne me reste plus grand chose. On a fait beaucoup d'efforts, on a tenté le coup de loin. Donc c'est déjà assez miraculeux de se retrouver là pour éventuellement contester, essayer d'un podium ou un peu mieux en vérité, puisque regardez, d'une courte tête, Mathieu Van Der Poel s'impose sur cette étape 9, dans laquelle les écarts pour certains seront considérables, avec notamment un Quintana qui a pris un petit peu cher, un Christopher Froome aussi qui a pris un éclat, même un Kwiatkowski qui, de manière assez anormale, a pris un éclat, puisqu'il a dû travailler évidemment pour ses leaders. Leader de la Ineos, du team Ineos sur ce Tour de France, c'est Christopher Froome. Donc à partir de là, il y a des moments où certains se sacrifient et ne jouent pas leur carte perso pour plutôt essayer de ramener leur leader. On est à un premier tournant, on est à la veille du premier jour de repos. Le Tour de France de Mathieu Van Der Poel, il est plus que réussi pour le moment. Et du côté de l'ami Tony Galopin, il va falloir rester modeste parce que, en fait, tous les gens que je vous cite à droite là, ils ont la possibilité de repasser devant Galopin en très peu de temps. Très peu de temps. Donc Galopin à ce stade-là, il peut quasiment pas espérer mieux que 8. Et 8, ça veut dire qu'au final, dès que vous vous retrouvez à sous-performer un jour, vous sortez du top 10. Quoi. Alors aussi, à ce moment-là, 15 juillet, il y a la dernière étape de pré-transfert. Je me porte intéressé par Dylan Tuns, qui pourrait être quelqu'un qui viendrait apporter son soutien sur les pourcentages au moment des ascensions. Je renonce à Mads Pedersen parce que je le prendrai avec Astana et que je ne vais pas faire de doublon. Voilà, on va aussi comme ça sélectionner par-ci, par-là des coureurs qui me paraissent intéressants, précieux ou avec lesquels je veux aussi me couvrir en entamant des petites négociations assez proches finalement. On est à 15 jours en gros de la date limite
et surtout du moment où on va négocier avec les coureurs, pardon. Donc j'ai comme ça ouvert des petites portes, mais évidemment que tout ne sera pas nécessairement exploité, c'est juste au cas où. C'est au cas où qu'on a fait ça, et l'on aborde une étape qui est quand même une magnifique étape de ce Tour de France, avec, excusez du peu, là, cette montée la deuxième ascension, là, elle est juste terrible, en fait. Elle est terrible dans cette étape-là, même s'il y a une fin qui est en descente, et donc qui nous fait un petit peu moins peur. Ce col, des fois on l'appelle la montée vers le plateau des Glières, enfin, peut avoir des petites appellations différentes selon les cas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que 9% de moyenne, et il y a vraiment quasiment que du noir dans cette montée-là, elle fait super mal. Donc c'est vraiment la difficulté que j'appréhende le plus ce jour-là. Fort heureusement, elle est située loin de l'arrivée, parce que sans cela, on aurait pu prendre extrêmement cher, franchement. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que l'IA ne la monte pas trop rapidement, même si on voit des AG2R, la mondiale, et des Astana qui sont assez actifs. Faut un poil remonter là. Mathieu Van Der Poel, on est un petit peu bas là dans le groupe, le groupe qui ne serait plus maillot jaune si on se faisait décrocher, mais là il l'est encore. On s'est repositionné, ça va. Dylan Van Barle est avec Tony Galopin, ok. Nos protecteurs habituels ainsi que plein d'autres coureurs commencent à lâcher. Il y a intensification des efforts faits par les équipes qui roulent. Et là, on est sur ce petit chemin de terre là. C'était au sommet de ce plateau d'Aiglières. Enfin, si on peut parler de sommet en fait, hein, parce que c'est plutôt un plateau. Il y avait donc ce chemin de terre. Voilà, on est passé. Ça a éliminé pas mal de gens, mais l'essentiel est là. On a encore Tony avec nous. On a Van Barle qui peut être notre ange gardien et Mathieu Van Der Poel. Et je vous avoue qu'à ce stade-là, moi, je pense sincèrement, on voit Van Barle qui n'en peut plus, il a beaucoup donné, je pense sincèrement à privilégier Galopin pour le général en fait. Et le souci, c'est que comme vous allez le constater, Mathieu Van Der Poel, il est plus fort que, il est plus fort que Galopin en montagne. Il est plus fort parce que notamment, il a des notes physiques. On aperçoit Kwiatkowski qui est en difficulté à droite. Il avait tenté de s'échapper, il avait pris des points du maillot de meilleur grimpeur et là il commence à être un peu en souffrance. Bizarre, hein, à des moments, la manière de courir de Ineos, assez étrange, parce que si vraiment il joue avec Froome, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi Kwiatkowski part faire les points du grimpeur, mais bon, à la limite, pourquoi pas, tout peut se concevoir, peut-être un, un point de soutien à l'avant, hein, on pourrait imaginer une chose comme celle-là. Allez, Jumbo-Visma qui réaccélère, on a aussi des Trek Segafredo, il doit y avoir du Porte, il doit y avoir du Ciccone qui sont dans le lot, du Mollema, hein, ils sont là les trois. Ok, on a donc ici une opportunité, c'est la descente vers le Grand Bornand. Cette descente vers le Grand Bornand, elle me donne envie de tenter le coup, puisque Mathieu Van Der Poel est un formidable descendeur. Oui, mais regardez Galopin, il a pris un petit éclat, et ça nous arrange pas vraiment. Donc on va espérer qu'il recolle un petit peu ou qu'il limite la casse dans la descente, puisque le Tony Galopin est un bon descendeur, et surtout on va commencer à envoyer le mutant dans cette descente où il va, je peux le dire, faire une différence phénoménale. Personne derrière n'a souhaité ou n'a pu rouler. Est-ce que l'IA l'a laissé parce qu'il ne représente pas une menace réelle au général? C'est possible, c'est possible. Ce qui se peut aussi, c'est qu'il n'y a eu personne capable de rouler sur un Mathieu Van Der Poel à 84 de descente. C'est une possibilité. Après, en plus, quand il s'agit de rouler très très vite sur le plat pour aller conclure une étape, Mathieu Van Der Poel n'est pas le dernier capable. Très très jolie victoire pour le coup celle-là, avec en plus go. Écart conséquent à l'arrivée, on est presque à la minute d'écart sur cette étape-là. Galopin sprint pour limiter les dégâts. Et oui, on a donc près d'une cinquantaine de secondes sur les poursuivants et un écart au général qui est plus qu'intéressant,
Encore une fois, il faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que je dis que cet écart est intéressant qu'il y a quoi que ce soit à espérer. On a encore des étapes monstrueuses, à commencer par celle qu'on a sous les yeux, la 11 là, avec arriver au sommet, c'est très 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 difficile pour un Mathieu Van Der Poel à ce stade-là, en tout cas de la partie, puisqu'on n'exclut pas des progrès en montagne, il y en a déjà eu. On est déjà passé de 66 début de partie à 71 par environ une année d'entraînement de course par étape. Pour ça qu'aussi la note en CLM a un peu progressé. Auparavant, avant son année de course par étape, je lui avais fait 6 mois d'entraînement puncher, qui avait là encore un petit peu porté leurs fruits. Donc Mathieu Van Der Poel réagit, il a un phénoménal potentiel, il réagit très 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 bien à l'entraînement, même si j'ai des petits soucis d'entente avec les entraîneurs ces temps-ci. Je crois qu'il va falloir que je vire tout mon staff, notamment au moment de signer les contrats avec les futurs coureurs, et pour en finalement en reprendre d'autres en fait. Je vais pas reprendre les mêmes. Ce serait peut-être une erreur parce qu'en fait, il y a une usure, hein, vous avez déjà remarqué, une usure qui se produit dès lors que eh bien, vos coureurs s'entraînent un petit peu longtemps avec un entraîneur de l'équipe. Donc là, on est pareil sur enchaînement de difficultés. Il y a quand même une nuance qui est d'importance majeure, c'est que ça termine au sommet. Et ça, c'est pas forcément la meilleure nouvelle pour nous. Terminer au sommet, c'est pas le gage c'est pas le gage d'un résultat très sympathique en vérité, hein. On a de très très fortes chances d'exploser en plein vol et de se retrouver à devoir céder le maillot. On a déjà vu pauvre Tony Galopin qui a fait tout ce qu'il a pu, mais qui se retrouve à céder. Et Mathieu Van Der Poel, regardez, on va essayer de gérer la barre, mais ça commence à devenir plus que tendu. Voilà, ben, ça l'est carrément maintenant. On va prendre un éclat. Ça se sent quand vous êtes sans barre à ce stade-là, c'est que vous allez prendre un gros éclat. Alors, il va pas prendre 10 minutes, hein, bien sûr, hein, mais il peut prendre facile 3-4 minutes comme ça sur une toute fin où l'IA roule comme des malades. Bref, l'histoire, c'est que, ouf, notre ami est arrivé. C'est un petit peu tout ce qui comptait. Et maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'écart au général pour mieux appréhender la suite, hein, en fait, tout simplement. Voilà. On voit que Tony Galopin, il est super super loin et que au moment d'aborder cet enchaînement, mais juste affolant Madeleine Croix de Fer Alpe d'Huez de l'étape 12, bah en fait, il se pourrait bien qu'avec ces 5 minutes d'avance sur Galopin, Mathieu Van Der Poel soit le coureur à désigner pour jouer un rôle éventuel au général. Donc je pense à un top 10, je vous l'ai dit déjà précédemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'anticiper avec quelques coureurs. Bon, vous avez vu, j'ai envoyé Furshave, j'ai envoyé notre ami Dylan Van Barle dans une échappée très 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 peuplée. Et Col de la Madeleine n'a pas été délicat. En revanche, j'ai une inquiétude là, à ce stade-là pour Florian Sénéchal qui, bah, le pauvre, est vraiment, vraiment en difficulté depuis quasiment le tout début de l'étape. En tout cas, dès que ça s'est mis à monter, en plus, je l'avais fait travailler en protection. Donc, délicat, vraiment délicat. On va toutefois espérer que les uns et les autres fassent leur boulot, même si avec la forme du jour de Tony Galopin, on se doute bien qu'on ne va pas assister à un miracle, hein. Donc, bon, écoutez, on fait redescendre Furshave à ce moment-là pour apporter l'aide. C'est un peu pour ça, hein, qu'il avait été envoyé à l'avant, Furshave. C'était pour aider au moment où il en aurait besoin, surtout dans l'hypothèse où l'écart avec le peloton n'est pas énorme, ce qui est le cas. Et bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à descendre sans se planter et ensuite remonter vers, excusez du peu, l'Alpe d'Huez. Alors, pour être franc, si
Mathieu Van Der Poel ne concède pas de temps au sommet de l'Alpe d'Huez face au Froome, Quintana, il y a par exemple Pierre Latour, Romain Bardet qui sont là, il y a Thibaut Pinot, il y a énormément de gens en fait qui sont bien performants. Si Mathieu Van Der Poel ne concédait pas de temps, ce ne serait pas normal en vérité. Donc on s'attend à prendre une valise. On va voir un petit peu dans quelle proportion est-ce que cette valise peut être prise ou pas. Il y a des moments où on ne s'en sort pas mal du tout. Pour ce qui est de la gestion de l'effort, même si à des moments aussi on va voir que ça va partir dans l'Alpe d'Huez là, et je ne cherche même pas à suivre. De toute façon, si Mathieu Van Der Poel cherchait à suivre, ce serait probablement le gage, je dirais, encore plus de temps perdu par la suite, quoi. Hein. Il vaut mieux essayer de gérer le petit peu de barre rouge qui pouvait rester. Ciccone est parti pour une victoire de prestige. Derrière, il y a un groupe de favoris au sein duquel Tom Dumoulin peut faire office d'épouvantail. On va attendre Tony Galopin, histoire de limiter un peu la casse. C'est donc une victoire de Giulio Ciccone sur cette étape 11 du Tour de France. Et on va évidemment refermer en jouant encore la 13 et la 14. Alors, par rapport à la 13, c'est vrai que on a déjà un problème, c'est qu'on a perdu un coureur hors délai dans l'étape précédente, c'est évidemment Florian Sénéchal. Ça fait mal, ça fait très mal. Dans la foulée, il y a toujours le petit sprint où on se contente maintenant de contrôler en fait. Je prends juste la roue de Groenewegen et tant pis pour le reste. Voilà. Comme je sais qu'il essaie à chaque fois de l'attraper, l'avance est tellement grande à présent que c'est presque pour la forme en fait hein, que je prends la roue histoire de marquer 2-3 points. Voilà. Allez, on se concentre. Petite arrivée au sprint ici en se demandant un petit peu ce que ça peut faire. Il y a un petit retard. Le train est désorganisé. On voit par l'absence de Sénéchal. Ça n'a pas suivi exactement comme on aurait pu en avoir l'habitude sur les premières étapes notamment, ou sur par exemple 7 et 8, hein, on s'en souvient. Du coup, seulement une place pour Mathieu Van Der Poel. 3, ça continue à marquer des points. Voilà. On était sur un sprint plat hein, qui était plus favorable à Groenewegen qu'à Van Der Poel. D'ailleurs, c'est amusant. Sagan aussi a performé, alors que c'est pas nécessairement son meilleur terrain. Et puis on passe à l'étape 14. Dernière étape traitée dans cet épisode avec la fameuse arrivée à Mende, à la côte Lorange-à-la-Berre, là, hein, la fameuse montée Lorange-à-la-Berre. Alors, j'ai échappé Tony Galopin, qui est entouré par exemple de Bob Jungels, hein, pour ne citer que lui. Il y a aussi Philippe Gilbert, il y a comme ça, il y a Mühlberger également. Participe pas trop au sprint pour le classement de la montagne, vu que ce dernier n'est pas accessible vraiment, et puis c'est pas un objectif en fait. Là, je ne veux pas faire tous les maillots, etc. Ce serait un petit peu loufoque de commencer à chasser aussi le maillot à poids, alors qu'on est vraiment en lutte pour le maillot vert, et on l'a annoncé, et puis on a dû faire une croix un peu sur le général avec Galopin. S'il y avait moyen d'aller chercher l'étape avec Tony Galopin, on se priverait pas. Hein. Vous avez vu, éparpillé façon puzzle le peloton. Il est totalement éparpillé, il y en a partout. C'est une étape très difficile. Hein. On sait à quel point ces passages dans le centre de la France sont extrêmement difficiles et vallonnés avec beaucoup de difficultés, souvent une forte chaleur, etc. On a une petite restitution en fait hein, du truc dans le jeu. Hein. C'est assez bien finalement. Ça se passe un peu comme ce qu'on connaît. Et puis au final, il n'y a plus que Mühlberger et Jungels qui participent à échapper avec un peloton qui revient pas mal. Peloton qui est emmené beaucoup par Astana, qui roule probablement pour Fuglsang, probablement en tout cas. Il y a aussi, là ça se voit moins, mais Ineos a pas mal roulé. Geraint Thomas s'est mis à la planche.
Et ça c'est plus pour Froome bien évidemment et Kwiatkowski. Et également AG2R la mondiale, puisque Romain Bardet peut aussi envisager ce type d'arrivée. Et là, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on a été, bah tiens, là encore, hein, sur les 2 dernières étapes, ça aurait été le leitmotiv. Désorganisation aussi, alors que 2 km avant la montée, tout le monde était calé dans la bonne roue, on était tous en place. Allez m'expliquer pourquoi Van Barle est allé descendre, puis finalement a eu du mal à remonter. Du coup, finalement, Van Der Poel prend mal la roue. Bref, Fuglsang va aller se la chercher. Il y a Kwiatkowski qui va très très certainement prendre une deuxième place. Et Mathieu Van Der Poel va aussi, comme l'étape précédente, finale, hein, prendre une troisième place. Là encore, on marque des points, etc. Bon, plus beaucoup de suspense hein, pour le maillot vert. On a bien compris qu'on terminera avec le maillot vert, à condition de ne pas abandonner, bien sûr. Donc, bah, jolie victoire de Fuglsang, hein, ça fait plaisir. Classement général sur lequel il y a peut-être encore un espoir de top 10 pour Van Der Poel, hein, qui sait. Pour le grimpeur, c'est une lutte entre 2 Italiens, mais le meilleur jeune, il est a priori bien parti, même si, attention à l'étape 17, qui sera moment de vérité à ce sprint-là, véritable de 65 km, avec 3 montées, arrivées au sommet, bref. Vraiment, vraiment délicat. Bon, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis rendez-vous à l'épisode suivant, alors où on traitera évidemment de la fin de ce Tour de France, qui ne nous prendra pas très très longtemps, vu que les enjeux pour nous sont maintenant un petit peu réduits. Et par contre, on va traiter d'un truc vachement plus important, c'est évidemment l'intersaison, avec le choix final du sponsor, ainsi que surtout le recrutement dont je vous parle depuis quelques temps et sur lequel tout est bouclé dans ma tête. A plus, bye bye.